Nous sommes en 1984, à North Miami. À l'intérieur d'une fumerie de crack délabrée, dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, 5 personnes sont sur le point de mourir. Parmi elles, une femme enceinte, à genoux, suppliant pour sa vie. Les hommes qui les ont tués n'ont pas hésité, n'ont pas négocié. Ils ont simplement ouvert le feu avec des armes automatiques jusqu'à ce que plus personne ne bouge. Les tireurs étaient jamaïcains, et ils venaient tout juste d'arriver en Amérique. Mais ce que les agents fédéraux ignoraient alors, c'est que cette brutalité n'était qu'un avant-goût, révélant la puissance destructrice d'une organisation criminelle sans précédent. Ces hommes n'étaient pas de simples criminels. Ils appartenaient à la Shower Posse, un gang qui allait commettre plus de 1400 meurtres à travers l'Amérique. Et ce n'était que le début. Découvrez comment 8 hommes issus des bidonvilles jamaïcains ont bâti l'un des empires de la drogue les plus violents de l'histoire américaine. Pour comprendre la Shower Posse, il faut d'abord saisir ce qu'ils fuyaient. Dans les années 1970, la Jamaïque était déchirée. Les deux partis politiques du pays, le Jamaica Labour Party et le People's National Party, ne se contentaient pas de se disputer les votes. Ils se livraient une guerre ouverte et armaient leurs partisans dans les bidonvilles de Kingston pour qu'ils se battent à leur place. Le projet de logement de Tivoli Gardens, à West Kingston, est devenu l'épicentre de cette violence. C'était un bastion du JLP, une communauté forteresse où la parole du parti faisait loi et où le prix de la déloyauté était la mort. C'est là que Lester Lloyd Coke a grandi. Les habitants l'appelaient Jim Brown, en référence à la légende du football américain. Mais la manière dont il s'était forgé sa réputation n'avait rien d'athlétique. Coke a gravi les échelons en accomplissant les basses besognes que personne d'autre n'osait faire. Assassinat, passage à tabac, tout ce dont le parti avait besoin. Lorsque le chef de gang Claude Massop a été tué lors d'une fusillade avec la police en 1979, Coke a comblé le vide. Il a fusionné plusieurs gangs de Kingston en une seule force et l'a nommée la Shower Posse. Le nom venait de leur méthode préférée pour traiter leurs ennemis. Ils ne tiraient pas 1 ou 2 balles, ils arrosaient leurs cibles de balles jusqu'à vider leurs chargeurs. Mais Coke n'était pas seul à bâtir cet empire. Il avait un partenaire nommé Vivian Blake. Blake, lui, était différent des soldats de Tivoli Gardens. Il avait également grandi dans la pauvreté, marchant des kilomètres jusqu'à l'école, tandis que ses camarades riches roulaient dans des voitures de luxe. Mais il était intelligent, à la fois astucieux et instruit. Tandis que Coke gérait les affaires à Kingston, Blake avait de plus grandes ambitions. Il voulait l'Amérique. En 1973, Blake s'est rendu à New York avec une équipe de cricket et n'est jamais revenu. Il s'est installé à Brooklyn et a commencé à bâtir la branche américaine de ce qui allait devenir la Shower Posse. Au début des années 1980, il avait établi des cellules à Miami, New York, Philadelphie, Kansas City, Chicago et Los Angeles. Le moment ne pouvait être plus opportun. En Jamaïque, le Premier ministre Edward Sega avait lancé une campagne d'éradication de la marijuana en échange d'une aide américaine. Ceci a détruit l'une des principales cultures de rente de l'île, poussant les trafiquants comme Coke à chercher un nouveau produit à vendre. Ils l'ont trouvé en Colombie. La Jamaïque est idéalement située entre la côte atlantique de la Colombie et le sud de la Floride, en faisant un point de transit parfait pour les cargaisons de cocaïne se dirigeant vers le nord. La Shower Posse possédait les connexions, la main-d'œuvre et surtout la brutalité nécessaire pour en faire des partenaires idéaux des cartels colombiens. En 1984, Coke avait une autre raison urgente de quitter la Jamaïque. Les procureurs avaient émis un mandat d'arrêt contre lui après un massacre dans le quartier de Rema, près de Tivoli Gardens. Mais grâce à ses connexions politiques, s'échapper ne fut pas difficile. Même sous le coup d'un mandat d'arrêt, Coke embarqua sans problème dans un avion pour Miami. Dans les années 1980, Miami était une ville ouverte à tout. L'argent de la cocaïne remodelait littéralement son horizon. Des tours étincelantes s'élevaient le long de la baie de Biscayne, financées par les profits de la drogue. Des cow-boys colombiens en chemise de soie régnaient sur les boîtes de nuit. Coke a dû se sentir au paradis. Pourtant, ses habitudes violentes l'ont suivi de l'autre côté de l'océan. À peine 6 semaines après son arrivée, il fut dépouillé dans une fumerie de crack d'un quartier pauvre de la ville, alors qu'il était sous l'emprise de sa propre marchandise. Sa réaction fut prévisible. Il ordonna l'exécution de toutes les personnes présentes dans la maison, y compris la femme enceinte mentionnée au début de cette histoire. La Shower Posse ne ressemblait à aucun autre gang que les forces de l'ordre américaines avaient affronté auparavant. Ils opéraient différemment, pensaient différemment et tuaient différemment. Le sergent à la retraite de la police de Miami-Dade, Kevin Dockery, qui a passé des années à traquer Coke, l'a expliqué ainsi. Avec la mafia italienne, vous receviez une balle de calibre.
22 derrière l'oreille. Propre, professionnel, personnel. Avec la Shower-Poss, c'était des tirs indiscriminés à la mitrailleuse. Peu leur importait qui d'autre était pris dans les tirs croisés. Ce mépris total pour les innocents est ce qui les rendait si terrifiants. En août 1985, une fusillade éclata lors d'un pique-nique rassemblant environ 2000 Jamaïcains à Auckland, dans le New Jersey. La Shower-Poss et un autre gang, la Spangler-Poss, ont commencé à s'affronter au milieu de la foule. 3 personnes sont mortes et 9 autres ont été blessées. La police a récupéré 33 armes de poing sur les lieux. Le directeur de l'ATF a qualifié les posses jamaïcaines de « probablement les gangs les plus violents du pays ». Mais c'est l'efficacité de leurs opérations qui les distinguait réellement. La Shower-Poss ne trafiquait pas la drogue comme les Colombiens, qui déplaçaient des cargaisons de plusieurs tonnes dans des porte-conteneurs. Les Jamaïcains opéraient à plus petite échelle et plus rapidement. Ils persuadaient des touristes naïfs sur des bateaux de croisière de transporter des paquets pour eux et cachaient de la cocaïne dans les bagages de voyageurs sans méfiance. Les cargaisons étaient plus petites, mais elles arrivaient sans cesse. Une fois les drogues arrivées en Amérique, la Posse les distribuait via un réseau qui s'étendait d'une côte à l'autre. Blake dirigeait la branche américaine depuis sa maison à Miramar, en Floride, une banlieue confortable du comté de Broward. Il acheminait des centaines de milliers de kilogrammes de marijuana et des dizaines de milliers de kilogrammes de cocaïne le long de la côte Est. Mais les armes suivaient le chemin inverse. Avec les profits de la drogue, les membres de la Posse entraient dans les armureries et les prêteurs sur gage de Floride et achetaient des armes par douzaines. Dans les années 1980, il était possible d'acheter un AK-47 chez Woolworths avec un simple permis de conduire de Floride. La Shower-Poss renvoyait ses armes à Kingston, cachées dans des fûts U-Ship, les mêmes conteneurs que les immigrés jamaïcains utilisaient pour envoyer des couches et des vêtements d'enfants à leurs familles. Un pistolet qui coûtait 350 $ en Floride pouvait être vendu en Jamaïque pour 1200 $. C'était un commerce à double sens. La drogue allait au nord, les armes au sud, et les corps s'entassaient aux deux extrémités. En 1989, les autorités fédérales estimaient que les postes jamaïcaines contrôlaient entre 35% et 40% de l'ensemble du marché américain du crack. Il y avait environ 40 postes différentes, opérant dans 15 zones métropolitaines, avec entre 10 000 et 20 000 membres. Et la Shower-Poss était la plus grande et la mieux organisée de toutes. Mais la violence qui les rendait puissants les rendait aussi visibles. Les agents fédéraux ont commencé à s'y intéresser. L'ATF lança l'opération Rum Punch en 1987, une répression nationale qui aboutit à l'arrestation de plus de 150 membres de Posse lors de raids simultanés à New York, Miami, Philadelphie, Boston, Cleveland, Dallas, Denver, Kansas City et une douzaine d'autres villes. Puis vint le coup de grâce. En septembre 1988, un grand jury fédéral à Miami rendit un acte d'accusation de 62 chefs d'inculpation RICO contre 34 membres de la Shower-Poss, y compris Coke et Blake. C'était la première fois que la loi fédérale sur le racket était utilisée contre des gangs jamaïcains. L'acte d'accusation couvrait des meurtres, du trafic de drogue et des accusations d'armes s'étendant de 1984 à 1986. Les deux demi-frères de Blake, Errol Hassing et Tony Bruce, qui dirigeaient les opérations à New York, furent arrêtés. 53 membres de la Posse furent placés en garde à vue rien qu'au New Jersey. Mais les deux hommes à la tête du réseau s'échappèrent. Coke resta en Jamaïque, où ses connexions politiques le rendaient intouchable. La police locale a tenté, sans succès, de le condamner pour 14 chefs d'accusation de meurtres distincts au fil des ans. Son procès pour les tueries de Rema s'est terminé de la même manière que son procès pour le meurtre d'un homme nommé Jerome White, sans condamnation. Blake fut plus malin. Il s'éclipsa discrètement sur un bateau de croisière au port de Miami, à destination d'Ocho Rios, une ville touristique jamaïcaine. Là, il se réinventa en homme d'affaires légitime, gérant une entreprise de location de motos et de jet-ski. Il ouvrit même une boîte de nuit appelée Cactus. Mais les Américains n'ont pas oublié. L'une des clés pour enfin monter un dossier contre la Shower-Poss fut un homme nommé Cecil Connor, également connu sous le nom de Charles Little Nut Miller. Il s'était évadé d'une prison jamaïcaine en 1983 et avait fui en Amérique où il a commencé à travailler pour la Posse. Son témoignage lors du procès de 1989 s'étendait sur 275 pages. Il décrivit en détail comment les drogues étaient emballées dans des valises de 23 kg dans des planques de Miami et distribuées à travers le pays. Il admit également avoir été présent lors du massacre de la fumerie de crack qui a tué la femme enceinte et 4 autres personnes. Il n'était pas le tireur, affirma-t-il, mais seulement en soutien avec une mitrailleuse.
En échange de son témoignage, Connor obtint l'immunité de poursuite et une nouvelle identité grâce au programme de protection des témoins. Il devint Charles Miller et disparut. Mais les cibles principales restaient inaccessibles. En 1992, le filet se resserra enfin autour de Coke. Il fut arrêté par des agents de l'ATF, des US Marshals et les autorités jamaïcaines et détenu à la pénitentiarie générale de Kingston en attendant son extradition pour faire face aux accusations américaines. Mais Jim Brown n'a jamais atteint ce tribunal de Miami. Une nuit de février 1992, quelques jours seulement avant son extradition prévue, un incendie se déclara dans la cellule de Coke. Il fallut au moins 15 minutes après la première alarme avant que les gardiens ne puissent ouvrir la porte de sa cellule. Près de 2 heures s'écoulèrent avant qu'il ne soit transporté à un hôpital situé à quelques minutes seulement. Coke fut gravement brûlé et mourut de ses blessures. Les autorités conclurent à un accident. Personne ne les crut. Lors de l'enquête qui suivit, un prisonnier s'effondra et affirma avoir été contraint de couvrir des gardiens qui avaient abandonné leur poste pendant que la cellule de Coke brûlait. Le coroner rendit un verdict ouvert. La seule chose que l'on put confirmer était que Lester Lloyd Coke était bel et bien mort. À Kingston, l'hypothèse était que des amis de la Shower-Poss avaient décidé qu'il ferait un meilleur mythe mort qu'un témoin vivant devant un tribunal américain. Les morts ne témoignent pas contre les politiciens. La capture de Blake prit plus de temps. Il lutta contre son extradition pendant 4 ans avant d'être finalement amené à Miami en 1999. Il plaida coupable à des accusations réduites et reçut une peine de 28 ans. Ces crimes ayant eu lieu avant l'adoption des directives fédérales sur les peines, Blake purgea beaucoup moins de temps qu'il ne l'aurait fait en vertu de la loi actuelle. Il fut libéré sur parole après seulement 8 ans et expulsé vers la Jamaïque en janvier 2009. L'année suivante, Vivian Blake est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital universitaire des Indes occidentales à l'âge de 53 ans. Son avocat a déclaré que, dans ces derniers jours, Blake travaillait sur un scénario concernant la Shower-Poss. Mais le gang n'est pas mort avec ses fondateurs. Le fils adoptif de Lester Coke, Christopher, connu dans les rues sous le nom de Dudus, avait déjà pris la direction. Sous son commandement, la Shower-Poss continua d'opérer depuis Tivoli Gardens, offrant des services aux habitants, réglant les différends et maintenant une emprise de fer sur le quartier. La police jamaïcaine devait littéralement demander la permission à son organisation avant d'entrer à Tivoli Gardens. En 2009, le gouvernement américain réclama son extradition pour des accusations de drogue et d'armes. Le premier ministre jamaïcain de l'époque, Bruce Golding, refusa initialement, remettant en question la légalité des écoutes téléphoniques qui avaient enregistré plus de 50 000 conversations de Coke. L'impasse dura 9 mois et se termina dans le sang. Lorsque les autorités jamaïcaines se sont finalement déplacées pour arrêter Coke en mai 2010, ses partisans ont érigé des barricades dans tout West Kingston et ont riposté avec des armes. La bataille qui en a résulté a fait au moins 73 morts et a nécessité le plus grand déploiement de l'armée jamaïcaine de l'histoire du pays. Coke lui-même échappa au premier coup de filet et prit la fuite. Lorsque la police l'a finalement attrapé, il était déguisé en femme, portant une perruque et des lunettes de soleil féminines, essayant d'atteindre l'ambassade des États-Unis pour se rendre à ses propres conditions. Il plaida coupable devant un tribunal fédéral de New York et reçut une peine de 23 ans. La Shower-Poss, telle qu'elle existait dans les années 1980 et 1990, a disparu. Les poursuites fédérales ont démantelé ces opérations américaines. L'incursion de 2010 a brisé son contrôle sur Tivoli Gardens. Les autorités jamaïcaines ont attribué à la désorganisation du gang une baisse de 32% du taux de meurtre dans le pays. Mais l'héritage demeure. Les autorités fédérales ont estimé que la Poss et ses ramifications ont assassiné plus de 1400 personnes à travers l'Amérique. C'est plus de victimes que la population de certaines petites villes. Et ils ont tout accompli en moins d'une décennie. Le directeur de l'ATF les a qualifiés de groupes criminels organisés le plus violent de l'histoire américaine. Le sergent de police de Miami qui les a traqués a comparé leur méthode au terrorisme urbain. Et les procureurs fédéraux, qui les ont finalement fait tomber, ont déclaré que la Shower-Poss avait progressé plus loin et plus rapidement que la mafia italienne dans les années 8 hommes issus des bidonvilles jamaïcains ont bâti un empire sur la cocaïne et les balles. Ils ont arrosé leurs ennemis de plomb, amassé des millions et terrorisé une nation. Puis, comme tous les empires construits sur la violence, ils sont tombés.